Chine est d'abord une géoéconomie, c'est-à-dire que les rapports aujourd'hui de la Chine au monde se font d'abord par son économie, et par ses échanges commerciaux et par son intégration au modèle mondial. C'est pour ça que quand vous écoutez les Chinois, ils ne sont pas du tout protectionnistes et isolationnistes, ils sont au contraire tout à fait en faveur de la mondialisation. La mondialisation passe par des échanges, et quand vous regardez la géographie physique de la Chine, vous apercevez qu'il y a peu de choses qui peuvent passer par la terre et que la plupart de ces échanges, exportation et importation, passent par la voie maritime. Donc pour eux, c'est l'artère vitale de l'équilibre chinois. Donc pour eux, c'est absolument essentiel, et bien évidemment, pour tous ceux qui veulent diminuer la puissance chinoise, contrôler cette artère maritime consiste un formidable moyen de pression sur Pékin. D'abord, ce n'est pas une importance vitale parce qu'elle n'est pas ouverte. On envisage une ouverture quelques semaines de l'année à l'horizon 2030-2035, sachant qu'elle n'est pas du tout équipée, etc. Mais quel est son intérêt? Ce n'est pas un intérêt vital, c'est un intérêt de diversification par rapport aux deux routes principales qui sortent de Chine, une qui passe par le sud et le détroit de Malacca et qui traverse l'océan Indien, et puis l'autre qui traverse le Pacifique, la route Pacifique, qui passe par le nord, qui longe le détroit de Bering et qui redescend le long de l'Alaska pour rejoindre San Francisco et le canal de Panama. Donc aujourd'hui, vous avez deux lignes, une au sud et une à l'est. Et le passage nord est une alternative, une structure de précaution qui permet de compenser une éventuelle fermeture des deux premières routes. Tout le problème de la Chine est finalement de repousser sa zone d'intérêt, sa zone de responsabilité maritime au-delà de ce qu'elle a actuellement. Et donc, vous avez une première chaîne d'îles qui, pour faire simple, relie le Japon à Taïwan, puis aux Philippines, et qui entoure toute la mer de Chine du Sud. Tout l'objet de Pékin consiste à prendre le contrôle de la mer de Chine du Sud. Donc c'est toute la théorie de la ligne des 9 traits, des îles Paracels et Spratleys qui ont été prises sous contrôle. Et puis la mer de Chine du nord ou de l'est. Et là, vous avez la question des îlots Senkaku qui sont aujourd'hui tenus par le Japon. Et puis avec un point central qui permet de lier ces deux zones maritimes, ces deux blocs maritimes, qui s'appelle Taïwan. Donc derrière Taïwan, ce n'est pas juste la question de la réunification chinoise, ce n'est pas juste la question d'une rivalité politique, c'est aussi une réalité géopolitique de prendre le contrôle de cette première chaîne d'îles. Et puis derrière, d'avoir accès à une deuxième chaîne d'îles qui va jusqu'à Guam, aux Mariannes, etc., qui descend jusqu'aux Philippines, du Japon, Guam, Mariannes, les Philippines, qui permet, au travers de cette mer des Philippines, d'avoir un espace d'extension qui ne va pas jusqu'à tout le Pacifique, mais qui permet d'avoir une marge de respiration géopolitique. Donc tout l'enjeu est d'élargir les contraintes, de décompresser les contraintes maritimes qui pèsent sur la Chine. Ça fait quelques années qu'on parle d'un éventuel conflit ouvert entre la Chine et Taïwan, qui paraît militairement compliqué parce que le détroit de Taïwan fait quand même 150 km de large. Donc pour le traverser, il faudrait une armada dont la montée en puissance serait visible par les moyens satellitaires contemporains. Donc il n'y aurait pas d'effet de surprise. Et donc avant même le lancement d'une telle opération, elle serait décelée. Elle susciterait d'abord des réactions politiques, mais aussi des réactions militaires. Et l'arrivée sur zone très rapide de moyens américains, mais aussi la mise en garde des moyens taïwanais. Et en plus pour une opération qui est très risquée, dont le succès n'est pas assuré. C'est pour ça qu'une agression militaire de Taïwan paraît improbable. Je ne dis pas qu'elle est impossible, je dis qu'elle est improbable. Et à la suite du pivotement vers l'Asie décidé par Obama, les Américains ont décidé de faire pression et donc de prendre appui sur le dispositif local qui était déjà présent en Corée du Sud, au Japon, indirectement à Taïwan. Ils avaient un peu perdu les Philippines et c'est pour ça aussi qu'ils essaient de faire soit des pressions économiques, soit des pressions politiques, soit de rassembler leurs amis. Et un des outils qu'ils ont beaucoup mis en avant est ce qu'on appelle le Quad, qui réunit, comme son nom l'indique, 4 nations, que sont les États-Unis, l'Australie, l'Inde et le Japon. Cela étant, le Quad, instrument politique, est quand même
une structure à liaison faible. Ce n'est pas une alliance très forte et on voit qu'une partie des membres de ce Quad sont finalement très polis avec la Chine et ne sont finalement pas si désireux d'obtempérer aux vues américaines.